We are nice boys. We were fucking nasty little bastards. He had trouble sleeping at night, and when he did, he had horrible dreams. I'm outside of society. I'm an artist. Rock and roll is my art. No drugs at all? I'm high on life. You want people to take drugs themselves? Oh yeah, I want them to take drugs. Why is this? Because it's better than Monopoly. Graines de violence. Imaginez un monde qui prendrait la pop au sérieux. Un monde où l'art populaire n'aurait pas à rougir face aux grandes œuvres de la musique classique. Un monde où la bande FM ne serait plus synonyme de mauvais goût. Chaque tube y serait le fruit d'un travail approfondi et d'une exigence artistique. On y parlerait de l'œuvre d'une pop star comme s'il s'agissait de la 9e de Beethoven. On rangerait les albums de Michael Jackson à côté du Sacre du printemps de Stravinsky et Christophe Maé se réclamerait de Pierre Boulez. Ce serait un paradis grotesque dans lequel je ne suis pas sûr d'avoir envie de mettre les pieds, mais si on devait choisir un dieu à cet univers timbré, ce serait sans aucun doute Phil Spector. Ce légendaire producteur a dominé la première partie des années 60 grâce à une détermination phénoménale. Spector avait une vision, un grand projet, offrir l'immortalité à ce qui devait rester éphémère. Au passage, il avait bien l'intention de graver son blaze dans les mémoires de tous les mélomanes de la planète. Mégalo incurable, Phil Spector a gagné son impossible pari et a perdu à peu près tout le reste. Phil Spector concevait son art comme un dieu cruel, inconscient et perfectionniste. Aucun obstacle n'était suffisamment imposant pour l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Une grande chanson nécessitait du sang et des larmes. Phil Spector est l'homme qui inventa la pop respectable, la pop avec un P majuscule. Quand on pense à la pop, on pense à l'art d'Andy Warhol, au miroir qu'il tendait à la société de consommation et à celle du spectacle, à son concept de quart d'heure de célébrité, cette quête de gloire factice qui attirait les starlettes comme des mouches avant de leur arracher les ailes. La pop, c'est le nom que l'on donne à de la musique calibrée pour être vendue à des consommateurs. La pop, c'est des petits morceaux d'art produits en quantité industrielle pour combler les besoins impulsifs. La pop, c'est un truc que tu ranges dans ton frigo entre les œufs et le yaourt et qu'il faudra que tu penses à bouffer avant la date limite. Les chansons pop ne seraient donc que ça, des appâts commerciaux qui n'existent qu'en fonction d'un espace-temps et d'une mode définie. C'est là que Phil Spector s'impose comme un contradicteur héroïque, car sa pop à lui n'a rien d'un art éphémère. Spector est bien trop narcissique pour ne pas prétendre à l'éternité. Il ne veut pas entendre parler de ses contemporains, tous des baltringues, des petits joueurs qui pédalent dans le vide. Il se contente de vendre une poignée de disques avant de sombrer dans l'oubli, alors que Spector, lui, se mesure à Beethoven, à Wagner et à la rigueur à George Gershwin. Entre le classique et le rock'n'roll, Phil Spector sait qu'il y a un monde à explorer, et c'est là sa raison d'être sur Terre. C'est lui le missionnaire, le prophète qui rendra son honneur à la pop et l'élèvera au rang de la grande musique. C'est ainsi qu'il invente le concept qui grave son nom dans le panthéon de la musique moderne, le fameux mur de son. En prenant pour point de départ des petites pop songs efficaces qu'il choisit surtout à l'instinct, Spector emploie une méthode révolutionnaire afin de gonfler le son et de créer un grain épique. Pour cela, l'accompagnement instrumental standard ne suffit pas. Spector ne se contente pas d'une seule guitare rythmique, il lui en faut au minimum 3 qui grattent les mêmes accords. Pareil pour les pianistes, il en faut plusieurs qui aient assez de patience pour marteler les mêmes touches pendant des heures et des heures d'enregistrement. À cela, on ajoute 2 ou 3 basses, 2 batteries sans les cymbales, et puis des violons, des saxophones, des harpes, des xylophones, et j'en passe. En fait, tant qu'il reste de la place dans le studio, on peut en rajouter. Et puis s'il y a un stagiaire qui passe par là parce que c'est le chemin pour aller aux chiottes, on le recrute immédiatement. On lui trouvera bien un truc à faire, il doit bien nous rester des maracas ou des clochettes ou un truc du genre. En cours de route, beaucoup de ces musiciens finissent par claquer la porte, persuadés qu'on se fout de leur gueule et que Spector n'est qu'un guignol qui ne sait pas ce qu'il fait. D'autant plus qu'il consacre un temps interminable à installer ses micros avec un soin maniaque avant d'en pousser le volume au maximum, ce qui est totalement impensable en studio. Si la conception du mur de son semble tout à fait absurde, le résultat convertit les plus sceptiques
Soudain, ce qu'on considérait comme des produits radiophoniques anecdotiques prennent une ampleur gigantesque et viennent chatouiller les grands maîtres que Spector respecte tant. Ces sympathiques ritournelles qu'on aime siffloter sous la douche sont immortalisées par des productions colossales, détruisant tout sur leur passage. Des petites symphonies pour les gosses, comme il les a décrites. Du genre à vous rappeler que les amourettes adolescentes, dont on se souvient avec une tendresse gênée, ont finalement été nos premiers drames inconsolables, des moments de nos vies à ne pas renier ni amoindrir. Prenez par exemple A Christmas Gift for You from Phil Spector. Un album de Noël, oui, un concept ringard qui aurait dû condamner la galette à pourrir dans les oubliettes du kitsch. Mais Spector sait rendre génial ce qui devrait être ridicule. Alors en 1963, il s'inspire d'Irving Berlin, compositeur juif comme lui, qui est devenu riche en écrivant White Christmas pour Bing Crosby, l'un des plus grands classiques de Noël. Les fêtes de Noël ne faisaient pas partie de sa culture, il n'a pas connu les réveillons en famille, son amour pour les guirlandes n'a rien à voir avec une quelconque nostalgie. Dans la famille Spector, le père a rendu l'âme et ceux qui vivent encore ne savent que se hurler dessus. À partir de là, on devine sa représentation idyllique d'une famille unie se goinfrant de dindons marrons, un bonheur que fantasme le jeune Phil Spector, juif contrarié et noyé au milieu de conflits domestiques. Phil Spector tient à faire son disque de Noël car il veut se venger de son enfance mouvementée, de sa famille névrotique. Et Spector a les moyens de ses ambitions. Pour cela, il séquestre une trentaine de musiciens dans un studio pendant 6 semaines et les oblige à rejouer inlassablement les mêmes partitions jusqu'à obtenir le son. Le tout pour un coût de production total de $56 000, une somme colossale pour l'époque. Le résultat ? Un disque qui réunit la crème des chanteuses pop américaines du début des années 60, à savoir des voix inestimables comme celle de Darlene Love, des Crystals ou encore des Ronettes. Elles interprètent des chants de Noël classiques avec un tel entrain et une telle majesté que ça vous donne envie de courir dans les rues enneigées de la ville pour souhaiter un joyeux Noël à tous les citadins, comme James Stewart à la fin de La vie est belle de Capra. Et puis il y a cette orchestration d'une richesse inépuisable qui transforme des standards désuets en des hymnes épiques indémodables. En fait, ces chants traditionnels sont traités ici avec tant de respect et de passion qu'il est impossible de ne pas se laisser gagner par l'euphorie. Bien sûr, on peut accueillir un tel concept avec un certain scepticisme, mais Phil Spector a l'habitude de s'attirer la méfiance avant l'admiration. En 1959, alors qu'il n'était qu'un gringalet de 18 berges, il avait empoché son premier $1 million grâce à un morceau tendre et langoureux pour lequel il avait monté à la hâte un groupe quasiment fictif, les Teddy Bears. To know him is to love him, c'est le premier gros succès commercial de Spector, les premiers pas d'un surdoué qui ne se laissera dépasser que par sa propre démence. À l'évidence, la voix de la chanteuse Annette Kleinbart susurre l'histoire d'un amour naissant, comme on en a déjà entendu des millions. Pourtant, ce morceau a une particularité sinistre qui en dit long sur la dualité de Phil Spector. To know him was to love him était avant tout l'épitaphe gravée sur la pierre tombale du père de Phil Spector. Ben Spector était un ferronnier qui travaillait dur pour nourrir sa famille. Il aimait la musique et jouait un peu de guitare sous les yeux admiratifs de son fils. Phil adorait son père, plus détendu et jovial que sa mère qui semblait toujours en proie à l'anxiété. La tranquillité apparente de Ben Spector rend d'autant plus tragique sa disparition le 20 avril 1949. On l'a retrouvé au volant de sa voiture à quelques kilomètres de chez lui, empoisonné au dioxyde de carbone. Pour une raison que Phil ne saura jamais s'expliquer, son père s'est suicidé ce jour-là, plongeant le reste de sa famille dans un enfer névrotique qui contaminera tous les membres. L'immense réussite professionnelle de Phil Spector ne pansera jamais les plaies béantes de son âme. Et si sa musique a une puissance incroyablement euphorique, l'homme en revanche est habité par une obscurité intolérable. Pour tout dire, dans l'industrie de la pop, vaste communauté de personnalités plus timbrées les unes que les autres, Phil Spector est probablement le maître étalon de la démence. Mégalomane, lunatique, paranoïaque, mythomane, bipolaire, Phil Spector a toutes les qualités requises pour incarner un héros de graines de violence. C'est bien simple, pour évaluer la folie d'un artiste, j'utilise l'échelle Phil Spector. Prenez Iggy Pop.
Il est à 7 sur l'échelle de Phil Spector, Björk serait à 5 ou 6, tandis que Brian Wilson serait entre 8 et 9 selon les humeurs. D'ailleurs, les grands esprits se rencontrent car le génial chanteur-compositeur des Beach Boys est le fan numéro 1 de Spector. Mais là où Brian Wilson a fini par guérir de ses terribles angoisses, après des années de thérapie, Phil Spector n'est jamais revenu de ses délires, et ce n'est pas aujourd'hui, enfermé dans une prison californienne depuis l'année 2009, qu'il risque de trouver l'apaisement. Avant d'être un vieux tolard rabougri, Phil avait été le plus flamboyant des producteurs, un type brillant au flair unique, systématiquement vêtu de costumes de dandy hors de prix et de perruques excentriques. Spector était aussi craint pour son caractère effrayant et impitoyable que respecté pour son génie. Le mec avait fréquenté les Beatles, s'était lié d'amitié avec John Lennon, il avait composé pour Ike et Tina Turner, il avait enregistré des disques pour Leonard Cohen, les Ramones et George Harrison, et il était responsable des plus grands tubes du début des 60s. Parmi eux, cette chanson des Crystals de 1963, reprise dans toutes les langues avec son mantra universel, complètement idiot et totalement irrésistible. Les Crystals fut l'un des plus célèbres prototypes de girl band des années 60, des gamines à peine majeures sorties des bas-fonds new-yorkais. Leur naïveté confondante a instantanément plu à Phil Spector. Il savait qu'il allait pouvoir façonner ses ingénus à sa guise, en faire les cobayes de son grand œuvre. Dans un premier temps, les Crystals vécurent leur entrée dans l'industrie musicale comme un rêve, du genre qu'elles n'auraient jamais imaginé accomplir. Elles déchanteront assez vite quand elles réaliseront qu'elles n'étaient qu'un élément jetable du grand projet artistique de Phil Spector. Leur collaboration avec le producteur ne fut qu'une série de déceptions et de trahisons. Certes, elles lui doivent leur existence, mais sur leur pochette de single, le nom des Crystals est systématiquement plus petit que celui de Phil Spector. Les jeunes chanteuses ont inauguré Phyllis, le label de Spector et de son associé Lester Seal, avec 2 succès plus qu'encourageants, There's No Others Like My Baby et Uptown. Uptown atteindra la 13e place des charts américains, ce qui ravit leurs interprètes. Les chansons que les Crystals ont chantées sont celles qui ont propulsé Phyllis à la tête des labels indépendants, et ce, après même pas 1 an d'existence. Puis, comme s'il désirait gâcher le potentiel du groupe, Spector oblige les Crystals à chanter un morceau aux paroles assez discutables. He hit me and it felt like a kiss, comme son nom l'indique, raconte l'amour qu'une femme battue porte pour son bourreau. Les membres du groupe s'exécutent, mais elles sont toutes catégoriques, elles détestent le morceau et le titre sera un flop complet. Et Spector n'en a pas fini de tourmenter les Crystals. He's a Rebel, chef-d'œuvre de pop kitsch, sera le premier numéro 1 de la maison Phyllis. S'il s'agit d'un morceau crédité aux Crystals, elles ne l'ont pourtant pas interprété. Comme elles étaient momentanément indisponibles, Spector n'a pas souhaité perdre de temps. Après tout, le nom des Crystals appartient à son label et il peut bien mettre qui il veut derrière. Ce qui intéresse l'auditeur, c'est la présence de Phil Spector au générique, pas les petites pains-bêches interchangeables. C'est donc la voix de Darlene Love que l'on entend sur He's a Rebel, ce que les Crystals vivront comme une humiliation. Après quoi, Phil Spector se désintéressera des Crystals, condamnés à moisir dans les oubliettes de l'industrie musicale. C'est-à-dire que le président de Phyllis a trouvé un nouveau jouet à martyriser, les Ronettes. Dès la première audition, Spector fut comme hypnotisé par la voix de la meneuse du groupe, celle qu'on appellera bientôt Ronnie Spector. C'est l'amour qui va inspirer à Phil certaines de ses plus grandes réussites, et c'est avec les Ronettes qu'il va bâtir le fameux mur de son qui fera de son nom un label de qualité absolue. De cette collaboration ne vont naître que des perles, des chansons indispensables comme Do I Love You, The Best Part of Breaking Up, Chapel of Love, Paradise, Baby I Love You, l'infiniment triste I Wish I Never Saw the Sunshine, et évidemment il y a le tube définitif, celui qui a rendu frappadingue Brian Wilson, le chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, Be My Baby. En 1965, comme l'intérêt du public pour les girl bands s'amenuise, les Righteous Brothers sont le joker de Phil Spector. Ici, on connaît surtout les Righteous Brothers pour la bande-son archi-connue du film Ghost, qui comprend leur version de Unchained Melody. Mais c'est avec eux
que Spector produira le plus gros succès de sa carrière, un morceau étrangement méconnu en France, d'autant plus qu'il détient le record mondial de diffusion radiophonique, You've Lost That Lovely Feeling. À une époque où ses productions sont alors en perte de vitesse, Spector s'autorise cette dinguerie grandiloquente et prend des risques inédits qui vont s'avérer plus que payants. Les Righteous Brothers se constituent d'un duo de chanteurs, Bobby Hatfield et Bill Medley, respectivement ténor et baryton. Comme ils ont déjà roulé leur boss, ils ne se laissent pas impressionner par ce producteur qui se la joue Wonderboy. Les choix de Spector sont systématiquement remis en question, d'autant plus que ceux-ci ne manquent pas d'audace. Spector a l'intention de faire durer You've Lost That Lovely Feeling 4 minutes, alors que le standard radiophonique de l'époque ne dépasse pas les 2 minutes 40. De plus, il prend le parti de faire chanter les 3/4 du morceau à Bill Medley pour ne faire apparaître Bobby Hatfield qu'à la fin. Pour le duo, non seulement Spector compromet la diffusion du titre en radio, mais en plus, il joue avec leurs nerfs et leurs égos. La vérité, c'est que Phil se fout de la vie des artistes, ils n'ont le droit d'ouvrir leur gueule que pour chanter, et si les Righteous Brothers ont certes du caractère, ils semblent ignorer à qui ils ont affaire. Phil Spector obtint d'eux exactement ce qu'il voulait, et par la même occasion toucha un nouveau pactole en révolutionnant encore le monde de la pop. Une fois de plus, Spector a totalement annexé les interprètes du hit pour s'attirer toutes les louanges. Avec ce tempérament tyrannique et narcissique, Spector se fait beaucoup d'ennemis mais remporte systématiquement la mise. Chaque succès est un molar à la face de ceux qui se sont mis en travers de son chemin. Lui, le petit juif miséreux trop couvé par sa maman et dont tout le monde se moquait. Lui, le maigrichon asthmatique à la gueule de pivert qui vivait dans la honte d'une famille monoparentale. Lui sur qui personne n'aurait parié $1. Désormais, il roulait en Cadillac et portait des costumes qui valaient 2 fois ton mois de salaire. Empli d'une rancune coriace, Spector racontait souvent en interview une anecdote pour le moins étrange, une agression cradingue qui lui serait arrivée en 1958, à l'époque de son tout premier succès avec les Teddy Bears. Dans les toilettes d'une boîte, une bande de loupards l'aurait plaqué sur le sol pour lui pisser dessus, sans raison apparente. Maintenant qu'il en a les moyens, Spector s'entoure d'un nombre ridiculement excessif de gardes du corps, et il n'hésite pas à employer leur force pour punir un mauvais regard. Spector est tout puissant, plus rien ne peut l'atteindre, et le monde entier doit le savoir. Ses collaborateurs vont et viennent, attirés par la lumière comme des insectes misérables, avant de se tirer en courant, et si vous en demandez la raison à Phil Spector, il vous répondra que c'est parce qu'ils n'ont pas les couilles d'être de vrais gagnants. Jusqu'au milieu des années 60, Spector n'était véritablement concurrencé que par la Motown, qu'il craignait en secret. Mais avec l'arrivée de la British Invasion, son empire est chamboulé. Beatles, Rolling Stones et autres Who sont en train de ringardiser le mur de son avec leurs provoques et leurs expérimentations. Chez Phil, beaucoup commencent à craindre ce changement de tendance, mais pas Spector qui a assuré ses arrières et prépare la contre-attaque. Si c'est du rock'n'roll qu'ils veulent écouter, on va leur en donner, on va leur faire oublier ces tapettes d'anglais en leur collant de la nitroglycérine dans les oreilles. En 1966, Spector enregistre Ike et Tina Turner et le résultat sera un des plus extraordinaires prototypes du mur de son, River Deep, Mountain High. Sauf que cette fois-ci, Phil Spector n'a pas déjoué les pronostics et son single a beau être spectaculaire, c'est un échec public. L'ère du psychédélisme est en train de tout défoncer sur son passage et le mur de son était en plein milieu du chemin. Petit à petit, le vide se fait autour de Spector. Jack Nitzsche, arrangeur surdoué et bras droit de Spector, traîne avec les Rolling Stones et va commencer à collaborer avec un petit mec prometteur, un certain Neil Young. Sonny Bono, après de longues années à cirer les basques de Phil, décroche un hit avec sa femme Cher et décide de se consacrer à son duo devenu lucratif. Quant au Wrecking Crew, le groupe de session qui contribua à bâtir son mur de son, il enregistre désormais avec Brian Wilson, l'ahuri transi d'admiration pour Spector et que ce dernier sous-estimait tant. Du jour au lendemain, le nabab de l'adolescence n'est plus à la mode, complètement dépassé par les événements.
De plus, la mort par overdose de son ami, le comique Lenny Bruce, le plonge dans une profonde déprime. Pour ne pas perdre la face, il prétend ne plus s'intéresser à la musique et veut se lancer dans la production cinématographique. C'est un Dennis Hopper complètement cramé qui lui propose de financer son projet, The Last Movie, ce qu'il acceptera dans un premier temps avant de renoncer, le film s'enlisant dans un marasme hollywoodien dont Hopper a le secret. Pour l'anecdote, Dennis Hopper lui offrit un tout petit rôle dans Easy Rider et lui transmettra sa passion pour les armes à feu, passion qui va bientôt s'avérer assez malsaine. The long and winding road. De plus en plus isolé, Spector s'en remet à sa femme Ronnie, l'ancienne chanteuse des Ronettes, qui n'est pas la star qu'elle aurait dû devenir. Pour être bien sûr de ne pas la perdre, il la harcèle de coups de téléphone, épie le moindre de ses faits et gestes et fait même placer des micros dans leur maison. Alors que le couple semble voué à l'échec, ils adoptent un gosse comme s'ils faisaient un achat impulsif un jour de solde. Toujours dans le registre des décisions raisonnables, ils font croire à leur entourage que l'enfant est bel et bien de Ronnie, même si personne ne l'a jamais vue enceinte. À 27 ans donc, Phil Spector est le papa comblé d'un petit Dante dont il va s'occuper avec une joie non feinte pendant à peu près 5 minutes. Une fois lassé de son épuisante carrière de père, Phil Spector se replonge dans la musique et comme enfin pris d'un éclair de lucidité, se dit qu'il serait temps de s'intéresser à tous ces gobeurs de LSD aux cheveux longs qui ont empoigné des guitares. Cette fois, il va devoir utiliser son savoir-faire sur un album entier, car à la fin des années 60, un bon single ne suffit plus. S'il veut reconquérir l'industrie, il va devoir se conformer aux tendances et oublier ses tics de production, laisser l'artiste s'exprimer à sa guise. Et c'est exactement ce qu'il ne va pas faire. En produisant Let It Be, le chant du cygne des Beatles, il va s'attirer la colère de Paul McCartney qui ne supporte pas d'entendre le son de son groupe si dénaturé par la grandiloquence de Spector. The Long and Winding Road est un cas d'école. L'exemple le plus célèbre du parfait hold-up de Spector sur le disque des Beatles. Bien des années plus tard, en 2013, Paul McCartney supervisera une nouvelle version de Let It Be en éliminant l'orchestration spectorienne jusqu'à la dernière note et on devine son extase après des années de soif de vengeance. Les fans aussi détestent le mixage de Spector et le résultat est si controversé au sein même du groupe que l'album ne sortira qu'après la séparation des Beatles. Certaines critiques iront même jusqu'à sous-entendre que le producteur était la cause du split des Fab Four. Mais au final, dans cette histoire, Phil Spector s'est quand même trouvé 2 alliés de taille avec George Harrison et John Lennon qui tous deux défendent le travail du producteur. Ils sont assez satisfaits de Let It Be pour demander à Spector de produire leurs albums solo. C'est ainsi qu'il se retrouvera à Londres pour enregistrer All Things Must Pass de George Harrison et une bonne partie de la discographie de Lennon. Ces nouvelles tendances sont autant le résultat d'une bonne entente artistique qu'un pied de nez à Paul McCartney. Le titre How Do You Sleep sur le 2e album de Lennon, Imagine, en est une parfaite illustration. Produite par Spector et accompagnée de la guitare d'Harrison, elle charge ouvertement l'ancien bassiste des Beatles. Spector devrait se ravir des succès qu'il emporte avec les albums des ex-Beatles. All Things Must Pass devient rapidement numéro 1 dans le monde entier et inutile de s'étendre sur la popularité de Imagine. Pourtant, Spector n'éprouve pas de satisfaction, il s'ennuie ferme en Angleterre et comme s'il n'était pas suffisamment perturbé comme ça, il se met à picoler. 2 vers lui suffisent à vriller et à faire une démonstration de ses plus abjects traits de caractère. Les séances studio avec George Harrison sont des tortures pour certains musiciens qui subissent ces moqueries humiliantes et acharnées. John Lennon, lui, a une expérience autrement plus solide de l'ivresse. En 1970, c'est surtout avec l'héroïne qu'il se débat. C'est une période très sombre pour le compagnon de Yoko Ono, en plein traumatisme post-Beatles. L'écriture de son premier opus solo se transforme rapidement en exutoire. Lennon veut en découdre avec le monde entier, régler ses comptes avec tout ce qui régit son existence, l'amour, la religion, ses parents, la célébrité, la société. Spector se retrouve bien dans cette vision acide, car pour lui l'argent n'a jamais été un lot de consolation suffisant. C'est ainsi que Plastic Ono Band prend forme. Le premier album solo de John Lennon est un capharnaüm de considérations cyniques qui s'ouvre sur la complainte Mother, le cri déchirant d'un adulte qui n'a pas avalé son enfance orpheline.
S'ensuit le rancunier I Found Out, la peinture sociale déprimante Working Class Hero ou encore le nihiliste God. Pour la première fois, Phil Spector est réellement au service de l'interprète et met de côté sa virtuosité pour livrer un son rugueux, âpre, quasiment minimaliste par rapport au mur de son. Sa production sert parfaitement cet album si froid et revanchard qu'il vous fera presque oublier que c'est aussi le même mec qui a chanté Imagine. Difficile de penser à l'hymne humaniste lorsqu'on l'entend brailler comme un dément sur Well Well Well, un titre qui semble vouloir enterrer l'espoir hippie des années 60, cette époque lointaine où les Beatles promettaient une révolution qui n'aura jamais lieu. La parfaite fusion artistique de Lennon et Spector durera encore le temps d'un album, le célébrissime Imagine, puis s'estompera avec les suivants, en même temps que l'ambiance de studio se dégrade dangereusement. La santé mentale du duo semble se fragiliser alors que leur vie sentimentale tourne à la catastrophe. Lennon vit très mal d'être séparé de sa Yoko et se met tellement minable qu'un jour Spector et l'un de ses assistants sont obligés de le ligoter. Il parvient à se libérer et, fou de rage, colle son poing dans la gueule du producteur. Dès le lendemain, Spector débarque au studio avec du fond de teint pour cacher son cocard. La séance d'enregistrement ce jour-là s'achève lorsque Spector, dans une pathétique démonstration d'autorité, sort un flingue et tire au plafond. Recroquevillé sous une table, Lennon lui hurle « Si tu veux me buter, bute-moi, mais ne me défonce pas les oreilles !» La vie domestique de Phil Spector n'est pas plus calme. Son mariage toxique est un cauchemar qui l'alimente allègrement. Comme sa jalousie tourne à la psychose, il se met à enfermer Ronnie dans leur immense baraque, là où elle a tout le temps de noyer ses rêves de célébrité dans l'alcool. Impossible de s'échapper, la demeure est entourée de plusieurs couches de clôtures électrifiées et autres fils barbelés, cernés de caméras de surveillance et de chiens de garde hystériques. Les seuls moments où Ronnie se sent libre, c'est quand Phil l'a fait interner dans un sanatorium pour soigner son alcoolisme. Raison de plus pour elle d'enchaîner les cuites plus sévères les unes que les autres. Spector ne sait plus quoi faire pour sauver son mariage, alors il adopte de nouveau des jumeaux cette fois-ci, ce qui, bien sûr, n'a pour effet que de renforcer le sentiment d'enfermement de Ronnie. Après des années de luttes vaines et violentes, le divorce est enfin prononcé en 1975. Au dos des chèques de pension alimentaire qu'il enverra tous les mois à son ex-femme, Phil n'oubliera jamais de noter un charmant « fuck you », histoire de rester en bon contact. Spector ne produira plus grand-chose dans la deuxième partie des années 70. Il semble habité par l'angoisse de ne jamais pouvoir surpasser ses anciens chefs-d'œuvre. Les rares fois où il se retrouve en studio, il passe plus de temps à se mettre en spectacle et à épater la galerie qu'à enregistrer de la musique. Le chanteur Dion DiMucci se rappellera d'un Phil Spector éparpillé et peu sûr de lui, à côté de la plaque. Quant à Leonard Cohen, qui a enregistré avec lui son album Death of a Man's Lady, il se souvient principalement de l'omniprésence de flingues de toutes sortes, dans toutes les poches, sur la console, près des cendriers, dans les hamburgers, des flingues, partout. C'est à cette période que l'attrait de Spector pour les armes à feu prend vraiment une sale tournure. Régulièrement interpellé par la police pour port d'armes illégales, il adore les fourrer dans sa ceinture en prenant soin de laisser la crosse bien apparente ou, plus problématique, il prend l'habitude de braquer les interlocuteurs qui le contredisent. L'une des plus célèbres anecdotes se déroule en 1978 lors de l'enregistrement de End of Century, le 5e album des Ramones. Phil Spector n'a évidemment aucun égard pour la scène punk, mais une vraie tendresse pour la voix de Joey Ramone dont les vibratos lui rappellent ceux de son ex, Ronnie. En toute logique, il offre au groupe de reprendre Baby I Love You des Ronettes, un titre romantique pile poil dans le registre des Ramones. C'est de l'ironie. Didi Ramone, la tête brûlée de la bande, trouve l'idée ridicule et ne manque pas de le signifier. Le producteur siphonné finira par convaincre le batteur des Ramones en lui collant un revolver sur la tempe. À l'exception de Joey, les Ramones détestèrent l'album, une progéniture mutante de deux univers musicaux qui se complètent étrangement. On peut supposer qu'en bon punk, les Ramones regrettaient d'avoir fait tant de concessions pour un résultat plus grand public. Mais il est aussi probable que l'ambiance durant les sessions d'enregistrement, les plus longues et éprouvantes de leur carrière, ont largement conditionné leur jugement.
Lorsqu'un ami lui demanda un jour si toutes ces histoires de flingues en studio étaient vraiment arrivées, Phil Spector répondit en haussant les épaules « Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas mon humour. » À quel moment Phil Spector a-t-il définitivement perdu la boule? Avant l'alcool et les flingues, son comportement était déjà préoccupant, mais ses amis les plus proches parvenaient à relativiser ses mouvements d'humeur. Ils prenaient en compte sa fragilité, son douloureux passé familial, sa phobie de l'abandon. Mais désormais, il s'isolait et plus personne ne le suivait dans son délire. Son inspiration s'était totalement asséchée, plus personne ne l'intéressait dans l'industrie musicale, alors même que des gros vendeurs comme Blondie ou Bruce Springsteen brandissaient son héritage artistique avec fierté. Enfermé dans sa piaule, au fin fond de sa gigantesque demeure aux allures de labyrinthe, Spector regarde Citizen Kane en boucle, fasciné par le personnage d'Orson Welles, auquel il s'identifie en toute humilité. Quand parfois il appelle un de ses rares amis, c'est pour lui rabâcher ses gloires passées, comme s'il essayait de se convaincre que tout ça avait vraiment existé. Et pour ne pas trahir sa solitude cruelle, il fait semblant de parler à quelqu'un dans la pièce, mais ne trompe jamais son interlocuteur. S'il lui arrive d'avoir des invités, c'est pour les noyer dans un flot d'histoires dont il est le héros, des anecdotes plus ou moins vérifiables, parfois totalement fantaisistes. Spector peut déblatérer jusqu'à l'épuisement sans laisser personne en placer une, et si ses convives sont tentés de partir, le producteur invoque la présence de chiens féroces sur son terrain ou carrément de tireurs d'élite armés de fusils sniper. Lorsque les années 80 s'ouvrent sur l'assassinat de John Lennon, pour Spector, c'est la fin d'un rêve, la mort de la pop. Dans un éclair de lucidité, il réalise qu'il n'a plus sa place dans ce business, et comme il n'a pas envie de devenir une bête de foire ringarde qui n'assume pas d'être passé de mode, il disparaît totalement de la circulation. Pendant une vingtaine d'années, Spector ne fera plus parler de lui, et l'anonymat semble lui réussir. Il épouse Janice Zavala, avec qui il aura des jumeaux. À l'abri des regards indiscrets, désormais braqué sur Michael Jackson et Madonna, Phil Spector trouve un équilibre et remplit admirablement son rôle de père, avec ses enfants biologiques du moins, puisqu'il a renié ses responsabilités envers ceux qu'il avait adoptés. À de rares occasions, il donne des interviews où il décanille la scène actuelle, toute cette vague de starlettes informes qui ne parviennent pas à cacher la pauvreté affligeante de leurs mélodies en braillant des conneries sur des bip-bip électroniques. Dans les années 2000, il réfléchit à son grand retour dans le game, celui qui mettrait tout le monde d'accord et qui le replacerait au sommet du showbiz. Le monde en question poussera un soupir de soulagement lorsque ses projets avec Star Sailor et Céline Dion vont capoter. On parle d'incompatibilité d'humeur avec la chanteuse canadienne, ce qui laisse penser que Spector a probablement conservé une bonne partie de son tempérament borderline. En 2003, il confiera au journaliste Mick Brown « En pratique, je dirais que je suis, dans une certaine mesure, probablement relativement fou. » C'était quelques mois avant que l'on retrouve le cadavre de Lana Clarkson au domicile de Phil Spector. Cette actrice de série B devra malheureusement sa célébrité à sa mort ultra médiatisée. Une balle est venue se loger dans sa tête et elle provenait de l'artillerie de Spector. Son chauffeur assure l'avoir vu sortir de chez lui, hébété, serrant un flingue contre sa poitrine et déclarer avec effroi qu'il pensait avoir tué quelqu'un. Phil Spector niera avoir prononcé la phrase et clamera son innocence avec une maladresse suspecte, assurant que l'actrice s'est elle-même donné la mort par détresse ou par accident. Hélas pour lui, tous ses antécédents parlent à sa place. Phil Spector est un déséquilibré à la gâchette facile, un has-been frustré qui n'a que mépris pour la beauté et la jeunesse de Lana Clarkson. Sans compter son attitude ahurissante lors des 2 procès précédant son incarcération, où il a clamé son innocence avec une grandiloquence presque aussi obscène que les perruques qu'il arborait pour cacher sa calvitie évidente. Les images que vous googlerez sont accablantes, vous pourrez vous pincer et vous frotter les yeux tant que vous voudrez, c'est bel et bien avec cette dégaine qu'il a été condamné à 19 ans de prison pour homicide volontaire au second degré. La proverbiale frontière entre génie et folie a été dramatiquement franchie, jusqu'à en faire mentir le vieux dicton archi-connu car si, finalement, le ridicule tue. Dans sa cellule étroite, qui tranche avec son ancienne demeure aux allures de manoir, on imagine Spector ressasser les vestiges de sa gloire passée. Il a aujourd'hui 80 ans et ses souvenirs commencent à se dissiper comme les restes d'un rêve mystérieux quelques secondes après le réveil.
Rien sur cette planète n'aura donc su apporter le réconfort et la sérénité que réclamait Phil Spector. Ni la richesse, ni la notoriété, ni l'amour, ni la paternité, rien. Selon sa compagne actuelle, il semblerait qu'il ait perdu l'usage de la parole. Il y a donc peu de chances qu'il nous éclaire un jour sur les secrets de son génie, les circonstances de sa dégringolade et les raisons qui l'ont poussé à mettre fin à la vie de Lana Clarkson, jeune comédienne prometteuse que son entourage décrivait comme humble, drôle et chaleureuse. C'était Graines de violence, générique. How could they hate somebody whose records are filled with so much love, and not only love, so much honor, and so much pure fucking talent? Graines de violence.